Mercredi 6 novembre 2024, bonjour à tous et bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. L'Université d'Abomey-Calavi a accueilli ce mardi un colloque international de 3 jours axé sur plusieurs sujets. Le compte rendu dans cette édition. En page santé, on s'intéressera au traitement adéquat pour lutter contre le cancer de la vessie. Hors de nos frontières aux États-Unis, on connaît désormais le nom du nouveau président. Et puis en sport, on parlera de la défaite du Real Madrid face à l'AC Milan. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour les titres de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue à tous. Un colloque pluridisciplinaire international s'est ouvert ce mardi à l'Université d'Abomey-Calavi, réunissant chercheurs, décideurs politiques, acteurs de la société civile et entrepreneurs pour discuter des enjeux, défis et perspectives d'une économie inclusive en Afrique. Ce colloque, qui se tiendra en effet sur 3 jours, ambitionne d'ailleurs de proposer des solutions concrètes pour bâtir une économie capable de répondre aux besoins de tous en captivant également l'attention des participants et les principaux fondements du développement en Afrique. On écoute pour s'informer. Au cours de ce colloque, nous nous proposons d'essayer d'explorer les grandes alternatives d'un développement économique qui prend en compte les réalités sociales. L'objectif est donc d'initier la réflexion au travers d'un débat constructif et épistémologique pour créer des interactions avec la sphère privée, la sphère publique et la société civile pour aborder les fondamentaux d'une économie et d'un business inclusif. Telles sont les questions qui seront débattues durant ces 3 jours d'échange. Elles sont considérables. À la suite des théories économiques et de développement qui font de l'emploi la pierre angulaire de toute croissance économique et le moyen le plus sûr de faire reculer la pauvreté afin de favoriser la prospérité dans le monde, le présent colloque qui a pour thème penser et bâtir une économie inclusive, enjeux, défis et perspectives pour un développement durable et viable en Afrique, s'inscrit dans une continuité de ces différents travaux et réflexions visant une économie capable de répondre aux enjeux actuels à travers la consolidation d'un système qui non seulement donne les chances aux citoyens exclus et marginalisés par le système économique actuel, mais permettant aussi l'accès à l'employabilité, à la création d'une valeur à la fois économique, sociale, voire sociétale. 3 jours d'intenses activités qui permettront aux participants de mûrir leurs réflexions sur les stratégies et les mécanismes à mettre en place pour booster le développement des pays africains en général et du Bénin en particulier. Les débats seront autour des centres de communication qui sont articulés autour de 6 axes thématiques, à savoir axe 1, services financiers et économie inclusive. Axe 2, adaptation au changement climatique, gestion territoriale pour une économie inclusive. Axe 3, économie inclusive et genre en Afrique. Axe 4, économie sociale et solidaire. Axe 5, mobilité, défis sécuritaires pour une économie inclusive. Et enfin, éducation financière, économie de marché face aux défis du développement durable en Afrique. En plus de cela, il y aura 4 panels dont les thèmes sont accompagner les jeunes et les femmes à l'entrepreneuriat, quel levier pour une économie inclusive. Ensuite, quelle éducation financière pour une économie inclusive en Afrique. Puis, inclusion financière, population précarisée, effet des business modèles des services financiers au Bénin. Et enfin, le consommation local, quel levier pour une économie inclusive. Venu assister à cette conférence pluridisciplinaire, le professeur Théodore Olo, sur demande des journalistes, s'est prononcé à la fin de la cérémonie de lancement sur la question qui agite l'opinion nationale depuis quelques semaines. Il s'agit de l'affaire de tentative de coup d'État. Sur le sujet, voici la clarification de Théodore Olo. Je pense que c'est d'abord un abus de langage de parler de coup d'État, puisque je suis juriste, je suis constitutionnaliste, j'ai fait ma thèse sur le régime militaire. Le coup d'État suppose la conquête du pouvoir par une autorité instituée en violation
de l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi le coup d'État se termine par la suspension de la Constitution. Quand c'est militaire, ça veut dire que c'est le chef d'état-major ou le commandant d'une unité de l'armée. C'est une autorité militaire qui est instituée, qui prend le pouvoir alors qu'on doit être passé par des élections. Lui, c'est pas la force qui conquiert le pouvoir. Ce sont deux éléments qui définissent le coup d'État. Quand vous prenez un président qui a prêté serment sur une constitution, qui dit que ce mandat est limité à 2, qu'il modifie la constitution pour avoir un 3e mandat, il viole également la constitution pour conserver ou pour aller conquérir le pouvoir. Là, il y a un coup d'État. Donc il y a le coup d'État militaire, le coup d'État civil. Il y a peut-être menace sur la sécurité de l'État, il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a peut-être volonté de rompre l'ordre constitutionnel, mais juridiquement, on ne peut pas dire qu'il y a un coup d'État parce que les personnes que vous avez citées n'ont aucune fonction qui leur permettent d'exercer une autorité qui leur servirait de fondement pour violer l'ordre constitutionnel. Je crois que l'un est toujours un homme d'affaires, l'autre est un ancien ministre, il n'est plus en activité, même s'il était ministre, il n'a pas les moyens en réalité de porter atteinte, de violer l'ordre constitutionnel. Donc c'est un abus de langage de parler de coup d'État. Qu'il y a maintenant menace sur la sûreté, complot et autres, c'est possible, c'est les juristes, c'est les magistrats qui doivent pouvoir le définir et l'apprécier. Je souhaite simplement que le droit à la matière soit dit, parce qu'il faut éviter la conquête du pouvoir en violation de l'ordre constitutionnel. Il faut la paix, il faut arriver au pouvoir par les unes. Le pouvoir ne peut pas être au bout du fusil ou le résultat de la violence. Ce journal se poursuit. On parle à notre sujet à présent à Accra. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, à la tête d'une forte délégation, participe depuis le 26 octobre à la 2e Assemblée générale de la conférence des présidents du Parlement africain. Au terme d'une première journée de travaux marquée d'ailleurs par l'élection des membres du nouveau bureau de cette importante organisation continentale, le Parlement du Bénin s'est vu honoré avec l'élection de son président en tant que vice-président pour représenter l'Afrique de l'Ouest. Quelques députés donnent ici leurs impressions. On peut déjà noter avec satisfaction et que le Bénin est en bonne position grâce à la vision, au leadership et surtout à l'expérience du président de l'Assemblée nationale du Bénin en la personne de M. Louis Vlavonou qui a été élu par ses pairs au poste de vice-président au titre de la région ouest africaine dans le comité exécutif de la COSPAL. Cela prouve le dynamisme de la diplomatie parlementaire et en même temps affirme que la diplomatie parlementaire est indispensable pour accompagner la diplomatie classique. Le président de l'Assemblée béninoise a été élu vice-président au titre des représentants de l'Afrique de l'Ouest. C'est un point et au passage, je dis félicitations au président du Bénin. Ça, c'est le Bénin qui est mis sur l'orbite de cette manière-là. Je remercie également à travers lui tous les autres présidents de parlement et délégations venus à cette rencontre-là. Vlavonou Baounou, avec son leadership qui dirige l'Assemblée nationale du Bénin, c'est un président très considéré. Cela veut dire que le Bénin est un pays incontestable et incontesté. Compte tenu de ce que le président Patrice fait, le Bénin est un pays bien vu par ses pairs. C'est pourquoi Louis Baounou a été élu vice-président de la sous-région. Et j'ai été très ému et passionné à travers l'élection de notre très cher président de l'Assemblée nationale comme le vice-président de l'Assemblée des parlementaires de l'Afrique. Je suis tellement heureux, plus heureux que le président Louis Vlavonou fait partie des élus de l'Assemblée générale des parlements de l'Afrique. Donc nous retenons enfin que notre passage ici est rentable. Pour rappel, la COSPAL a été créée en 2020 en tant que plateforme pour faciliter l'intensification des délibérations, de la collaboration et de la coopération entre les présidents des parlements et des assemblées nationales de toute l'Afrique afin de relever les défis communs, d'élaborer les stratégies conjointes et de mobiliser une action collective pour faire progresser le développement en Afrique. La toute première assemblée générale s'est tenue en mai 2022 à Abuja. Et puis toujours avec l'actualité au plan national, le tout premier forum national de la femme
sur la santé et l'environnement a connu un lancement digne de son nom le 30 octobre dernier, fruit de la collaboration de l'ONG GIV Bénin et ASEJ avec le soutien technique et financier de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. 100 jeunes filles et femmes bénéficieront désormais des connaissances, capacités et opportunités pour devenir des ambassadrices du développement ainsi que des ODD 3 et 13. Les organisateurs reviennent ici sur les motivations derrière ce forum. Le bien fondé de ce forum, c'est d'amener les femmes, les jeunes filles et femmes, de renforcer leurs capacités, leurs connaissances sur ce thème-là, sur le nexus santé-climat, parce que comme on le dit souvent, qui a l'information a le pouvoir. Donc si elles sont informées, si elles ont l'information, je pense qu'elles pourront agir. Également pour que les femmes puissent prendre conscience des enjeux liés à la santé et à l'environnement et prendre des décisions par rapport à ces moments, ces difficultés qu'elles rencontrent au niveau de ces secteurs de santé et d'environnement. Les femmes sont en première ligne et à côté de ça, elles sont toujours les mêmes à ne pas avoir forcément tous les privilèges et tous les accès qu'il faut en matière de soins de santé qui découlent justement des problèmes environnementaux auxquels elles font face. Je suis très heureux, très content de voir quand même une salle bien pleine. Je suis très content de voir beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes ici parmi nous. Les jeunes filles et femmes ont répondu nombreuses à ce rendez-vous qui traite de sujets aussi importants que la santé et les changements climatiques. Je vois que c'est une bonne initiative. Pourquoi une très bonne initiative? Parce que c'est déjà des femmes qui nous donnent à nous autres les hommes l'éducation. Donc elles ont le pouvoir parce que à partir de maintenant, elles ont l'information. Voir des jeunes filles s'intéresser aux problèmes climatiques, aux aléas climatiques aujourd'hui et arriver à faire le lien entre les aléas climatiques et la santé, c'est subtil parce que l'élément numéro 1 de la bonne santé, c'est d'abord l'environnement. En tant que femme environnementaliste, je crois vraiment qu'à la fin de cette formation, je puisse impacter mon environnement, mon lieu de résidence, afin de lutter contre les changements climatiques. En tant qu'activiste, je prends l'engagement de protéger, de participer à la conservation de mon environnement et également de communiquer, de faire connaître aux gens qui sont autour de moi les effets néfastes que le changement climatique peut avoir sur leur santé. La jeune femme et la jeune fille a un rôle capital dans tout ce qui est environnement, santé, parce qu'elle est la base même de tout ce que nous utilisons au quotidien. Qu'avons-nous d'autres en termes d'actualité sur le plan national? Romaric Tokwe nous propose cette compilation. Dans la soirée de ce mardi 5 novembre 2024, la Société béninoise d'énergie électrique SBEE a informé les Béninois d'une baisse de tension en provenance du Nigeria qui affecte actuellement l'alimentation électrique. Mais à l'en croire, elle est en train de mettre les bouchées doubles afin de tout mettre en ordre le plus tôt possible. Je cite, en attendant un retour à la normale de l'approvisionnement nigérien, les sources de production nationale sont mobilisées pour assurer l'approvisionnement en électricité des différentes localités du pays, a-t-elle écrit. Cependant, les contraintes entraîneront des perturbations dans certaines zones. La SBEE met tout en œuvre pour rétablir la situation au plus vite et s'excuse auprès de sa clientèle pour les désagréments occasionnés, indépendant de sa volonté. Toujours au Bénin, de l'argent va venir dans la caisse du trésor béninois. La Banque mondiale a annoncé dans un communiqué publié le jeudi 31 octobre 2024 avoir approuvé un financement à l'Association internationale de développement au profit du gouvernement béninois. Cet appui financier est de 635,5 millions d'euros, soit approximativement 417 milliards de francs CFA. Il est destiné à soutenir, entre autres, des réformes favorables à une croissance inclusive et à une résilience sociale déjà entreprise par le Bénin. Selon le communiqué de l'institution internationale de financement, permettra le soutien des efforts du gouvernement du Bénin visant à renforcer la croissance tirée par le secteur privé, améliorer la collecte des recettes intérieures et accentuer la résilience sociale et climatique. Ce financement comprend un crédit de 135,5 millions d'euros pour revenir en appui aux politiques de développement. Il comprend
comprend aussi une garantie pour soutenir les réformes de 200 millions d'euros. Il s'agit de la première garantie de l'Association internationale de développement approuvée depuis le lancement de la plateforme de garantie du groupe de la Banque mondiale le 1er juillet 2024. Et pour terminer, dans une publication mardi 5 novembre sur sa page Facebook, le président du parti Restaurer l'Espoir maintient sa position. Selon lui, il n'a jamais eu un projet de déstabilisation de la sûreté de l'État. Mieux, cette fois-ci, l'ancien ministre entend aller plus loin en apportant son soutien formel à Oswald Omeki et Bokor Olivier. Les deux personnalités arrêtées dans le cadre de cette affaire. Dans sa publication titrée « Mon mot d'ordre de soutien à Olivier Bokor et consort, raison morale ou raison politique », l'ancien collaborateur de Patrice Talon entend inviter ses partisans et le peuple béninois à soutenir les mises en cause dans cette affaire. Les raisons de soutien, candidat Azanaï l'annonce pour bientôt. Le président du parti Restaurer l'Espoir donne date à ses soutiens pour le 10 novembre prochain où il exposera pourquoi, moralement et politiquement, il faut soutenir les personnes emprisonnées dans cette affaire. Interpellés durant la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre, Olivier Bokor et Oswald Omeki font objet de poursuites pour atteinte à la sûreté de l'État, blanchissement de capitaux et tentative de corruption d'un agent public. La page santé s'installe donc à présent. Maladie des cellules de la paroi interne de la vessie. Le cancer de la vessie se développe à partir d'une cellule normale qui se transforme puis se multiplie de façon anarchique jusqu'à former une tumeur. La vessie, comme vous le savez, fait partie de l'appareil urinaire qui regroupe l'ensemble des organes fabriquant l'urine et l'évacuant hors du corps. C'est donc ce type de cancer qui nous intéresse dans cet entretien conduit par Romaric Tokpe. L'invité est l'infirmier Fiacre Koudjina. Bonjour à vous, infirmier Fiacre Koudjina, et merci pour cet entretien sur le cancer de la vessie. Ayant déjà parlé des facteurs de risque de cette affection, dites-nous, comment l'anxiété et le stress des patients peuvent-ils influencer leur parcours de traitement et quelles stratégies pouvez-vous recommander? Les patients anxieux ou stressés peuvent être plus enclins à éviter certaines étapes de leur parcours médical, comme les rendez-vous, les examens de suivi ou même les traitements. Par peur ou par appréhension. Le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire, et diminuer l'efficacité de la réponse au traitement et favoriser un état inflammatoire, ce qui peut influencer la progression de la maladie. Les patients anxieux aussi perçoivent souvent les effets secondaires de manière plus intense, ce qui peut réduire maintenant leur capacité à supporter certains traitements. Donc le stress et puis l'anxiété augmentent la fatigue et diminuent la qualité de vie, ce qui peut aggraver le fardeau psychologique de la maladie. Alors, comme stratégie pour gérer l'anxiété et le stress, il faut créer des groupes de soutien, d'accord, dans lesquels ces personnes peuvent discuter avec d'autres personnes qui traversent des expériences similaires pour réduire le sentiment d'isolement et améliorer le bien-être émotionnel. Il faut faire des exercices de relaxation. Donc, c'est une technique comme la méditation, la respiration profonde, le yoga, et qui sont des techniques reconnues pour diminuer les niveaux de stress et d'anxiété. Il faut aussi chercher à renforcer la communication avec l'équipe soignante pour essayer de rassurer les patients en répondant à leurs préoccupations, ce qui permet de diminuer leur anxiété. Donc, il faut aussi encourager ces personnes à pratiquer des activités physiques adaptées. Donc, l'exercice physique peut réduire le stress et améliorer l'humeur en libérant des endorphines, et en offrant un sentiment de maîtrise et de bien-être. Alors, il faut faire usage des médicaments si nécessaire. Donc, dans certains cas, l'utilisation des médicaments pour l'anxiété peut être envisagée, mais elle doit toujours être supervisée par un professionnel de la santé. Quelles sont les implications des traitements, comme la cystectomie, pour la qualité de vie des patients? La cystectomie est souvent utilisée pour traiter le cancer de la vessie. Cette méthode peut avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie des patients. Elle peut impliquer généralement l'ablation complète de la vessie, suivie d'une dérivation urinaire, ce qui peut affecter la fonction urinaire, l'image corporelle et l'état émotionnel des patients. Alors, comme implication pour la qualité de vie, après une cystectomie, la gestion de l'élimination urinaire devient un défi majeur. Les patients peuvent avoir une néovessie nécessitant des autosondages ou un sac de stomie en cas de dérivation urinaire externe. Alors cela peut perturber leur routine quotidienne, leur sommeil et leur confort. Il y a aussi l'image corporelle et l'estime de soi qui est atteinte. Donc les changements physiques, notamment en cas de stomie, peuvent affecter l'image corporelle et la confiance en soi, donc causant parfois un sentiment de gêne
ou de honte, en particulier dans les situations sociales ou intimes. Donc ça agit aussi sur l'activité sexuelle et intime. Donc ces traitements peuvent impacter la fonction sexuelle, particulièrement pour les hommes, avec un risque accru de dysfonctionnement érectile en raison des dommages potentiels au nerf. Et chez la femme, la chirurgie peut également altérer la fonction sexuelle en touchant les organes proches. Donc la cystectomie est une opération lourde, d'accord, suivie d'une convalescence prolongée qui peut maintenant engendrer la fatigue, le ralentissement du retour aux activités quotidiennes. Donc l'adaptation aux changements physiques et fonctionnels peut générer des sentiments de tristesse, d'anxiété ou de dépression, notamment lorsque la qualité de vie et l'autonomie sont compromises. Alors de ce fait, quels conseils pourriez-vous donner concernant la gestion de ces effets? Comme conseil, il faut d'abord faire une éducation et une préparation préopératoire. D'accord? Vous informez les patients sur les impacts potentiels de la cystectomie et les différentes options de dérivation urinaire et qui permettent de mieux les préparer mentalement et émotionnellement à des changements. Donc, il faut faire des rencontres avec les patients ayant déjà suivi cette chirurgie et ça permet de préparer psychologiquement et physiquement ces patients. Un support bien, un suivi psychologique ou la préparation des groupes de soutien peut aider les patients maintenant à gérer leurs émotions, à développer des stratégies d'adaptation et à réduire les sentiments d'isolement. Alors, il faut faire une rééducation fonctionnelle. Des programmes de rééducation sont souvent nécessaires pour aider les patients à maîtriser l'utilisation de leur dérivation urinaire et à renforcer les muscles du plancher pelvien. Donc ça a pour but d'améliorer la continence et minimiser les inconforts. Donc il faut essayer de faire aussi un suivi médical et des accompagnements réguliers. Donc un suivi rigoureux permet de détecter et traiter rapidement les complications éventuelles et de répondre aux questions des patients. Donc après ça, il faut donner des conseils sur l'intimité. Donc vous essayez d'avoir des discussions ouvertes avec le partenaire et le recours à des thérapies sexuelles pouvant aider à surmonter les difficultés intimes. Donc des aides médicamenteuses ou des dispositions peuvent également être envisagées pour améliorer la fonction sexuelle. Il faut essayer d'adopter des techniques de gestion de stress. Il faut essayer de pratiquer la méditation, le yoga ou d'autres exercices de relaxation pour réduire le stress et l'anxiété et essayer de renforcer la résilience face au changement. Et nous abordons un autre registre à présent. Dans la société africaine, les tâches domestiques sont réservées aux femmes au profil de leur statut de femme au foyer. Dans certaines familles, cette tendance persiste toujours et continue de prendre de l'ampleur. Mais avec l'évolution du temps, pensez-vous que les tâches ménagères sont réservées uniquement aux femmes? Plus de précision dans cet élément. Les tâches ménagères ne sont pas exclusivement réservées à la femme. La femme n'est pas une domestique. Les tâches ménagères, pour moi, c'est pour l'homme et pour la femme. Il n'y a pas à dire, non, tu es la femme, du coup, c'est à toi de faire obligatoirement des tâches ménagères. Ça, c'est un homme fainéant qui pourra le dire. Un homme paresseux. Les tâches ménagères ne sont pas réservées exclusivement pour la femme. On doit s'entraider. Et d'ailleurs, dans l'éducation africaine, ce n'est pas parce que tu es homme que tu ne dois pas aider ta sœur lorsqu'elle est en cuisine, lorsqu'elle fait des tâches ménagères. Tu dois l'aider. Si toi, bien sûr, que tu en es conscient et que tu sais que tu pourras vivre seul à un moment donné, tu dois l'apprendre à le faire dès le bas âge. Moi, je dis non. Quand ils étaient seuls, ils faisaient le ménage. Voilà, quand ils sont seuls dans une maison, ils font le ménage. Ils vont pas me dire qu'ils laissent la maison comme ça. Donc, c'est pas parce que maintenant, ils ont une femme à leur côté qu'elle seule doit tout faire. Mais que ça ne soit pas trop du côté de l'homme. C'est-à-dire quoi? Que ce soit pas l'homme qui fasse tout le temps le ménage. L'homme peut aider à faire le ménage, mais pas spécialement lui qui fait le ménage. Il n'est écrit nulle part que les travaux domestiques sont réservés uniquement aux femmes. Absolument nulle part. En ce qui me concerne, je peux aider ma femme à faire ses travaux domestiques de temps à autre, mais il n'est pas écrit quelque part aussi qu'elle doit en faire une obligation, un impératif me concernant, au point de compter sur moi toutes les fois qu'elle veut faire un travail domestique. Si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, de temps à autre, je peux aider ma femme. Si ça me plaît pas, je peux rester là à regarder la télévision et demander si la nourriture est prête et tout ce qui va avec. Hors de nos frontières, Donald Trump, élu 47e président des États-Unis. En effet, le républicain Donald Trump s'est assuré un retour à la Maison-Blanche en battant Kamala Harris lors des élections présidentielles américaines de 2024. C'est la première information de cette page internationale présentée par Grassola.
Bienvenue à la page inter de ce jour. Aux États-Unis, Donald Trump a été élu ce jour 47e président des États-Unis, un retour extraordinaire pour un ancien président qui avait refusé d'accepter sa défaite il y a 4 ans, déclenché une violente insurrection au Capitole, était condamné pour crime et survécu à 2 tentatives d'assassinat. Donald Trump serait le premier ancien président à revenir au pouvoir depuis que Grover Cleveland a regagné la Maison-Blanche lors des élections de 1892. Il serait également à 78 ans, la personne la plus âgée à avoir été élue à ce poste. Donald Trump, grâce à sa victoire dans le Wisconsin, a franchi le cap des 270 voix de grands électeurs nécessaires pour remporter le bureau ovale. Cuba se prépare à l'arrivée de l'ouragan Rafael qui doit frapper l'île ce mercredi 6 novembre alors que le pays se remet à peine d'une panne géante d'électricité et du passage d'un autre ouragan, Oscar, qui avait fait 8 morts. La défense civile a appelé mardi à une accélération des efforts de prévention, y compris l'évacuation des populations vulnérables, l'ouragan pouvant avoir des conséquences dans l'ensemble de l'île. Direction le Moyen-Orient, un raid israélien a tué au moins 20 personnes visant un immeuble d'habitation au sud de Beyrouth, a indiqué ce mardi le ministère de la Santé du Liban. Il s'agit de la 2e frappe israélienne contre cette région, située en dehors des fiefs du Hezbollah pro-iranien, contre qui Israël est entré en guerre le 23 septembre. L'armée israélienne a lancé le 30 septembre une offensive terrestre dans les zones frontalières dans le sud du Liban et des combats y opposent ses troupes au Hezbollah. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées par la guerre selon le gouvernement. Retour en Afrique, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, après une visite au Nigeria, est arrivé mardi 5 novembre 2024 en Afrique du Sud pour rencontrer son homologue Ronald Lamola. Cette visite marque le premier déplacement d'un ministre travailliste en Afrique en 14 ans. Un nouvel accord de développement bilatéral est en discussion alors que le Royaume-Uni affiche clairement ses ambitions en Afrique. Ce plan vise à renforcer la coopération entre Pretoria et Londres dans des domaines stratégiques tels que l'économie, l'énergie verte et la sécurité. Le Royaume-Uni cherche à élargir son influence sur le continent en misant sur des partenariats économiques et des initiatives de développement en consolidant ses propres intérêts géopolitiques. Dans cette opération séduction, le ministre britannique participera à une conférence au Cap en présence du prince William qui est à sa première visite en Afrique du Sud. 13h28, ainsi s'ouvre la page sport de cette édition. Le Real Madrid reçoit une nouvelle gifle, cette fois-ci face à l'AC Milan en Ligue des Champions le mardi soir. Une autre humiliation qui fait beaucoup grincer les dents en Espagne, avec la presse ibérique qui a déjà trouvé les coupables de ce nouvel échec madrilène au Santiago Bernabéu. Ginette Fleur-Adondé pour les précisions. Est-ce déjà la descente aux enfers du Real Madrid? En tout cas, le club traverse une période sombre après une cuisante défaite contre le FC Barcelone. La semaine dernière, les merengues ont de nouveau chuté à domicile, battus par l'AC Milan en Ligue des Champions. L'équipe de Carlo Ancelotti, malmenée tactiquement, se retrouve à la 17e place du classement avec une défense jugée trop fragile par son propre entraîneur. Ancelotti a exprimé son inquiétude en soulignant les 9 buts encaissés sur les 3 derniers matchs, appelant à plus de compacité et d'organisation défensive. Parmi les responsables désignés, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni subit les foudres de la presse madrilène. Coupable de 2 erreurs décisives, le Français est sensible pour son manque d'impact dans l'entrejeu malgré les attentes placées en lui lors de son recrutement. Ancelotti a tenté de dédramatiser en évoquant un problème collectif, mais la patience de Madrid semble à bout. Les stars offensives Kylian Mbappé et Vinicius Junior sont également pointés du doigt pour le manque d'efficacité et leur faible contribution défensive. Il est reproché à Mbappé ses occasions manquées et son absence de réponse, tandis que Vinicius Junior est accusé de manquer de leadership. Ces performances insuffisantes des 2 stars vedettes de l'équipe madrilène suscitent des interrogations sur leur capacité à tirer l'équipe vers le haut. Dans ce contexte tendu, la presse espagnole multiplie les critiques et réclame un sursaut d'orgueil. Le Real Madrid, sous haute pression, devra réagir rapidement pour éviter que la crise ne s'aggrave.
C'est donc ici que se referme ce bulletin d'information mis en onde Arissou Adamou à la présentation. Je suis Mathilde Animon. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. La musique a fait son domicile chez moi. Quand ça suit